Enfin, dis-moi. On y va. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un podcast sur la blockchain. Et voilà, donc je suis en compagnie de Richard Osborne et je voulais savoir du coup, pour être honnête, je ne connais rien de la blockchain et j'aimerais savoir ben, ce que c'est. Et déjà pour commencer, ouais, qu'est-ce que la blockchain? Ouais, donc, pour commencer, c'est une blockchain. C'est pas un blockchain. Ok. Ah non, non, je sais pas, tu dis une blockchain, donc c'est une blockchain. Oui, 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 c'est une On blockchain. confirme, on confirme. OK. Parce que c'est une chaîne, donc une blockchain, c'est ça, hein? C'est ça. OK, bah c'est une chaîne de blocs. Voilà, c'est fini. Non, en fait, le blockchain, c'est hyper tendance depuis. Moi, j'ai commencé à entendre parler de blockchain, bah, bien sûr, comme tout le monde avec Bitcoin. Puisque Bitcoin, c'était le premier, entre guillemets, le premier vrai exemple de comment on peut utiliser un blockchain pour quelque chose dans la vraie vie. Mais quoique, au moment que j'avais entendu que Bitcoin existait, il y avait, je sais pas, ça peut être 6, 7 ans maintenant, je sais pas comment, depuis combien de temps ça existe, Bitcoin. Euh, mais j'étais en train d'enseigner à IBM à cette époque l'anglais. Et donc, je travaillais avec des différentes équipes, dont une équipe qui travaillait sur le blockchain. Et donc, j'avais appris un peu à cette époque qu'est-ce que c'était. Et en fait, leur projet, c'était par rapport aux cochons, ou un truc comme ça, où c'était d'avoir des transports de cochons. Je ne dis pas les détails du projet, mais juste en global, qu'est-ce que tu peux faire avec le blockchain? C'était que chaque cochon qui transportait cette société pour à l'abattoir ou je sais pas pour dans un autre pays, il y avait des codes barres sur les fesses. Et donc les codes barres sont scannés à chaque étape dans le processus de transport pour être sûr que ce cochon, ça vient vraiment de l'Italie et pas de Roumanie. Et donc, à cette époque-là, bien sûr, on peut scanner et falsifier quelque chose. On peut scanner un autre barcode ou on peut changer le fichier Excel pour modifier les données et faire sembler que ça vient de l'Italie, mais en fait, que ça venait de Roumanie. Et donc, le blockchain, en fait, c'était à cette époque et toujours aujourd'hui, c'est une base de données. Vraiment grossièrement, c'est une base de données. C'est une collection de lignes de données. On a des tables comme une base de données, comme un fichier Excel. On a des colonnes de données ou pas, ça dépend de la blockchain. Mais on a des records qu'on peut créer. Et quand tu crées un record, là, si je scanne le popo du cochon et que c'est enregistré sur un blockchain, ça veut dire que l'enregistrement va dans une ligne. Donc, il y a toutes les données sur le cochon, où il est venu, etc. Donc, ça, imagine que le premier scan, ça serait à l'origine, où il est en Italie. Donc, on scanne en Italie et l'adresse blockchain est créée. Il y aura une adresse à cette ligne pour ce cochon-là. Donc, quand il arrive ensuite en Suisse et quelqu'un scanne le popo en Suisse, ça ne modifie rien parce que le blockchain, quand on crée une ligne de données, c'est créé pour la vie. C'est dans une chaîne de données de tous les données de toutes les sociétés qui utilisent ce chain. Donc, peut-être pour IBM, c'était un seul chaîne IBM, mais il y en a peut-être plein de gens qui utilisent la même chaîne pour stocker des données. Et la chaîne, en fait, c'est que si je scanne, ça va créer une nouvelle ligne de données avec les infos de cochon. Donc, maintenant, il est en Suisse et c'est avec le même adresse que le premier. Mais on a une nouvelle ligne qui est associée. Donc, on peut voir l'historique de ce cochon qui est en train de se créer. Mais personne ne peut aller dans la chaîne pour modifier les données qui étaient déjà saisies. Dès que la computation est faite, et c'est une computation très complexe et difficile à hacker, peut-être impossible de hacker, il est là pour toujours. Et en plus, la plupart des chaînes, donc crypto-monnaie par exemple, c'est pas juste que c'est difficile à hacker, c'est que la chaîne est quelque chose, une base de données qui est stockée sur multiples ordinateurs partout dans le monde. Donc, normalement, c'est le cas avec tous les blockchains. C'est pas juste dans un endroit où on a une seule base de données qui peut être attaquée. On en a peut-être 20 ou 100 ou 1000 ou voilà. Bitcoin, j'imagine qu'on a des milliers de bases de données reparties partout dans le monde. Et en fait, ceux qui ont cette base de données, ils ont des récompenses de faire partie de la communauté et de sécuriser
cette communauté. Parce que si quelqu'un attaque un seul point d'un blockchain pour changer, s'il arrive à changer une ligne du blockchain, qui n'est normalement pas possible, ça serait une seule personne entre 1000 personnes. Et donc, le réseau, il va voir qu'il y a une personne où la base de données n'est pas la même que tous les autres. Donc, quand ce n'est pas la même, je ne sais pas comment ça se passe, si la chaîne est bloquée ou si c'est juste cette personne qui est éjetée de la chaîne. Mais ça veut dire qu'il fallait, si on veut attaquer la chaîne, il faut attaquer 80% des points de base de données à la fois, qui n'est pas possible. Donc, en gros, la plus grosse la communauté d'une blockchain, le plus impossible il est de hacker et changer les données. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une base de données sur Internet, qui est quelque chose qui est normalement un peu risqué, mais qui est à 100% garanti que si quelqu'un est sur cette chaîne, et je regarde le cochon qui arrive en France, je scanne et je vois l'adresse et je vois tous les endroits où il était, je peux être sûr et certain qu'il était dans ces endroits-là. Donc, c'est voilà ça, le blockchain, vraiment grossièrement, une base de données où chaque ligne qui est saisie, dès que c'est saisi pour la vie, pour 1000 ans, et il n'y a rien qu'on peut faire pour changer. On ne peut que ajouter des lignes avec des modifications qui devient une historique au lieu d'un changement d'une ligne. Ça devient une historique de différents changements. Voilà, qu'est-ce que c'est un blockchain. Mais du coup, est-ce qu'on peut le hacker ou est-ce que ça c'est déjà arrivé? Et même du coup, tu parles de lignes qui peuvent se rajouter. Est-ce que ces lignes sont périmables ou elles sont, une fois qu'elles sont rentrées dedans, c'est fini, plus de modifications, on peut plus les supprimer, elles sont plus obsolètes, genre c'est terminé? Dès que tu saisis quoi que ce soit, c'est saisi pour la vie. Donc, si tu saisis une modification liée à une autre ligne, c'est saisi pour la vie. Si, tu peux jamais supprimer, en fait. Il y a pas de fonction de supprimer parce que supprimer, ça veut dire modifier. Donc, tu ne peux Ok. pas supprimer une ligne. Si tu saisis quelque chose, il est là pour la vie. Et l'autre chose avec la plupart des blockchains, c'est que si c'est public, comme en crypto-monnaie, les transactions sont souvent publiques aussi. Donc, tu peux voir, par exemple, si toi, tu m'envoies un Bitcoin, la communauté Bitcoin peut regarder et vérifier que c'était toi qui m'as envoyé de ton portefeuille crypto-monnaie. Tu m'as envoyé un Bitcoin. Donc, c'est la communauté aussi qui peut valider. Comment dire, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils ont une phrase pour ça, que c'est pas. Je ne sais pas plus, mais ils ont une phrase pour ça dans la communauté blockchain, pour ce genre de choses où tout le monde peut voir, c'est démocratisé, peut-être c'est ça qu'ils disent, démocratisé, qu'il n'y a pas de choses cachées. Voilà. Ok. Mais on peut créer une blockchain privée, bien sûr, et cacher des choses, mais comme c'est privé, donc pour répondre à ta question, c'est plus facile à hacker, entre guillemets. C'est pas facile à hacker en blockchain parce que la cryptographie qui est utilisée est très, très forte. Mais c'est bien sûr possible. Et donc, si tu as une seule base de données blockchain, parce que c'est privé, ça va être quelque chose qui peut en théorie être hacké. Après, tu vas voir, en fait, dans la communauté crypto-monnaie, tu vas voir des histoires horribles par exemple, l'adresse de quelque chose sur le blockchain. C'est quelque chose qui est stocké chez l'utilisateur, par exemple. Donc, si tu as un portefeuille avec une adresse, c'est stocké chez l'utilisateur. Il n'y a pas de moyen d'aller dans la base de données et regarder tous les différents portefeuilles qui existent pour retrouver l'adresse de son portefeuille. Donc, si jamais tu perds l'adresse, le code qui est l'adresse de ton portefeuille, tu perds tous les logins, tous les données de connexion, tu n'as plus accès, ça veut dire que c'est perdu. Donc, si tu avais 1000 euros de Bitcoin là-dedans, si tu perds l'adresse de cette portefeuille, c'est perdu pour toujours. Tu ne peux pas le récupérer. Si tu perds, par exemple, ton mot de passe, il y a un mot de passe et une phrase secrète à avoir pour accéder à un portefeuille blockchain. Si tu perds ça, tu peux perdre tout ton argent. Donc, c'est pas, il n'y a personne qui gère ça derrière. Il n'y a pas une société qui gère cette blockchain qui a tous les records où on peut contacter le service support pour retrouver quelque chose. Si c'est perdu, c'est perdu. Donc, il y a des histoires où il y a des hackers sur les blockchains qui ont fait perdre des millions de dollars parce qu'ils ont hacké la moitié, ils ont fait planter, je sais pas. Il y a des histoires horribles partout, bien sûr, parce que c'est un système qui contient beaucoup d'argent. D'accord. Voilà, il y a des histoires. Mais en théorie, à la base, dès que tu es sur une chaîne qui est validée par plusieurs différents points,
c'est plus difficile à hacker et normalement, c'est sécurisé. Donc, c'est l'avantage, par exemple, d'utiliser une chaîne publique au lieu d'une chaîne privée. Donc, si moi, je vais déployer un projet pour Oscorp, je vais peut-être utiliser la chaîne Nexus dont on va parler tout à l'heure, parce que la chaîne main, la chaîne principale de Nexus, il y a des vingtaines, centaines d'utilisateurs qui valident cette chaîne tout le temps. Donc, je sais que si je mets mes données sur cette chaîne, il y a tant de personnes qui valident, ça ne peut jamais être hacké normalement. Donc, c'est vraiment sécurisé. Ok, et du coup, donc à ce moment-là, est-ce que toi, par exemple, tu en as une? Est-ce que tu as déjà essayé d'en créer une ou c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à faire et c'est quelque chose, je sais pas, un projet qui sur un long terme? Parce que je pense que commencer à créer, enfin, commencer à investir sur la blockchain ou même avec des bitcoins, c'est quelque chose qui est sur long terme ou c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement, par exemple. En fait, là aujourd'hui, on est dans la période où on est un peu en avance avec tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Un peu comme la réalité virtuelle. On parle beaucoup en ce moment du fait que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Et on voit des exemples qui commencent à sortir, des casques réalité virtuelle. Mais on est toujours, moi-même, qui est super geek, j'ai toujours un peu peur de cette techno. Donc, j'ai aussi un peu peur de la techno blockchain. Je comprends, mais je ne comprends pas tout. Je n'ai pas assez d'expérience et je suis conscient que je peux faire des bêtises. Et on peut investir aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur fortune avec le Bitcoin. Il y a toutes les histoires d'Elon Musk qui investit Ouais. une grosse partie de sa fortune en Dogecoin juste pour le vendre après et planter tout le système Dogecoin. Donc ça, c'était un bon exemple où Dogecoin, c'était pas trop cher. Elon Musk, il a tout acheté et donc ça a fait rebondir le prix énormément. Et puis, il a tout vendu et donc ça a fait baisser, ça a fait collapser le prix complètement. Et ça a aussi fait collapser les prix des autres crypto-monnaies parce que plein de personnes avaient peur que si Elon Musk, il vend tout, ça veut dire que c'est pas bon et peut-être il connaît quelque chose et tout le monde a vendu. Donc, il y avait la panique. Donc, ça peut faire comme les crashs de marché financiers comme on a expérimenté en 2007-2009 où c'est basé sur la confiance et des tendances des investisseurs. Donc, on peut investir aujourd'hui, mais c'est hyper volatile et très risqué. Donc là, aujourd'hui, oui, moyen terme, long terme, si tu achètes quelque chose aujourd'hui, tu achètes un Bitcoin, tu achètes un Ethereum, un des principaux qui existent, qui ne vont pas disparaître, mais peut-être le prix va vachement changer. Et puis, tu le laisses pendant 10 ans et tu ne le regardes même plus. Et puis, dans 10 ans, tu vois si tu as fait de la monnaie ou pas et des bénéfices ou pas. Parce que si tu regardes et tu joues dans les marchés tous les jours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça devient vraiment comme une casino de faire de parier, quoi. Donc, tu peux devenir addict à ça. Et je vois la communauté, il y a une communauté qui est vraiment, vraiment, euh, comment dire, agressif sur le blockchain en termes comment dire, les fans, les super fans de blockchain, parce qu'ils voient qu'on peut faire beaucoup de monnaie avec. Donc, la plupart des blockchains, malheureusement, sont faits dans ce sens-là. Euh, Adhérer à notre blockchain, à notre crypto-monnaie, parce que tu peux faire plein de sous. Donc, Nexus, par exemple, c'est un des seuls blockchains qui est très stable. C'est genre un Nexus coin égale 1 euro, ou là, actuellement, 60 centimes. Et ça bouge pas beaucoup. Donc, si tu investis dans Nexus, c'est parce que tu aimes la techno blockchain. Et c'est pas que tu veux faire de l'argent avec la marché volatile de sa crypto-monnaie, tu vois. D'accord. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, donc si tu peux investir aujourd'hui, imaginons que tu as, juste pour donner l'exemple, Bitcoin est sorti, je ne sais pas plus, 6 7 ans. Si tu as acheté un Bitcoin à cette époque, c'était 0,00001 centime. Donc, imaginons que tu as acheté 1000. Voilà, aujourd'hui, ça vaut 30, 40 000 euros. Donc, D'accord. imagine que tu as 1000. Là, aujourd'hui, tu as, je suis nul en maths, 40 millions, un truc comme ça. Donc, tu Ouais. vois, il y a des gens qui ont investi très tôt, quand c'était quelque chose de complètement bête. Oh non, mais personne ne va jamais acheter une monnaie qui n'existe pas physiquement, c'est n'importe quoi. Et les gens qui ont investi très tôt, qui ont attendu, qui ont subi tous les hauts et les bas, parce qu'imagine que tu as acheté quelque chose pour 0,00001 centime et tu vois que ça devient 100 euros. Bah, tu vas le vendre tout de suite parce que tu vois que tu as fait un bénéfice énorme. Donc, tu le vends
il y en a qui n'ont pas regardé. Et là où des personnes pourraient penser que ça va atteindre un niveau comme il était au maximum récemment, c'était à 60 000 euros. Personne ne pourrait imaginer ça. Donc, si tu attends, il y a personne qui a la confiance de voir ça monter, monter, monter et rester avec ça sans vendre. C'est juste, c'est quelque chose de trop tentant, c'est trop de tentation. Donc, bon, c'est juste pour expliquer que c'est un marché hyper volatile, c'est un marché avec beaucoup de stress. Et donc, si on veut commencer à investir dans la crypto-monnaie ou tout ce qui est associé, on peut faire beaucoup d'argent, on peut perdre tout son argent. C'est vraiment un marché complètement dingue aujourd'hui. Ok, d'accord. Et du coup, en quoi la blockchain peut avoir un impact sur les projets no-code? Donc, pour le no-code, il y a deux volets principaux. Donc, il y a le volet blockchain, dont moi, je m'intéresse plutôt, qui est, j'ai une appli et quelqu'un, peut-être c'est dans le médical, et c'est un hôpital qui s'inquiète, mais la base de données un Bubble, c'est pas assez sécurisé, on a besoin de vraiment avoir les données qui ne peuvent pas être hackées, changées, que dès qu'on saisit une donnée, c'est jamais perdu. On peut dire, dans ce cas, on va créer un lien entre Bubble et le blockchain parce que Nexus, c'est le seul blockchain, pas le seul blockchain, excuse-moi, il y a Oui. aussi un autre qui s'appelle X2OS, je crois, et X2OC peut-être, qui propose ça aussi, API. Donc, Bubble, il peut envoyer un message à ce blockchain pour dire, voilà une patient qui vient de s'enregistrer avec telle et telle et telle donnée. On le met sur le blockchain et on stocke l'adresse chez notre appli Bubble. Et donc, si le médecin veut accéder, il peut accéder, voir un data qui est sûr et certain d'être comme il était la journée de la saisie. Donc, on peut proposer ça comme une base de données externe ultra fiable. Donc, ça, c'est une chose, un volet. Et ça a l'application dans beaucoup de domaines, mais c'est juste qu'on est très tôt. Donc, il n'y a personne qui voit que ça existe dans le médical. Peut-être qu'ils ne voient même pas que ça existe. Et donc, c'est à nous de proposer et éduquer les clients potentiels par rapport à cette solution-là. Mais on est très tôt. Donc, il y aura beaucoup qui vont avoir peur, qui ne vont pas nous croire que ça marche comme on explique. Il faut que ça devienne plus généralisé pour que cette volet-là, ça va marcher, ce volet-là. L'autre volet, c'est la crypto-monnaie. Là, aujourd'hui, avec la plupart des blockchains, on peut créer sa propre crypto-monnaie. Donc, moi, je peux aller sur la chaîne Nexus. Je peux demander, je veux un bloc dans cette chaîne qui contient 10 000 monnaies, 10 000 pièces. Donc, je vais l'appeler, je te donne l'exemple de LearnBook. LearnBook, on a demandé un gros investissement, dont on a parlé dans le podcast et on l'a perdu parce que le dossier n'était pas bon de notre côté. Et après, j'ai dit à l'équipe, si on perd, je vais me mettre tout de suite sur Kickstarter. On va faire un Kickstarter pour ce projet-là. Et le Kickstarter a été rejeté parce que LearnBook, ce n'est pas un projet, entre guillemets, créatif. Donc, ils ont dit, ce n'est pas dans les règles de notre site, donc va-t'en. Donc, j'étais très déçu en pensant comment on va lever les fonds et il doit en avoir un moyen qu'on peut faire participer nos formateurs, comme Kickstarter, à l'investissement de notre société et de notre solution qu'ils aiment bien. Donc, ils veulent peut-être participer. Et donc, j'avais pensé à la blockchain parce que avec Nexus, je demande, comme je dis, un bloc et je crée 10 000 pièces qui s'appellent LearnBook Coins. Pourquoi pas? Donc, un LearnBook Coin, en fait, ça peut être juste une adresse. Ça va créer 10 000 adresses de données. Et chaque pièce, il a son propre adresse. Donc, si quelqu'un veut utiliser LearnBook et veut s'investir, au même temps, je peux dire, tu t'inscris et tu achètes un LearnBook Coin. Donc, comment on achète un LearnBook Coin? Tu payes par carte de crédit. Pour un LearnBook Coin, on va dire que ça vaut 10 euros. Et moi, je te transfère, donc je reçois les fonds chez LearnBook et je te transfère un LearnBook Coin dans ton portefeuille que je crée pour toi. Donc, je te donne l'adresse de ton portefeuille, le PIN pour accéder, le code PIN et l'adresse de la monnaie tu auras et tu peux l'échanger avec quelqu'un d'autre sur le réseau. Donc, imagine, dans quelques mois, on commence à faire notre marketplace où on peut échanger des plans de cours, on peut les vendre, on peut les acheter. Donc, un marketplace de plans de cours, par exemple. On peut
acheter un plan de cours peut-être qu'avec Learnbook Coins, ou on peut dire qu'avec Learnbook Coins, tu as une remise sur les choses que tu achètes. Et donc, ça fait vivre le marché de Learnbook Coins. Et le plus que c'est utilisé, le plus que les gens vont acheter, le plus que ça a du valeur perçue, parce que c'est le seul moyen de faire des échanges sur le réseau. Et donc, ça a du valeur. Donc, on peut créer sa propre monnaie et faire vivre un marché avec ce monnaie. Et puis, essayer de faire que les investisseurs, ils veulent investir dans cette idée parce qu'il y a une vraie marketplace, comment dire, un écosystème financier clos qui existe avec cette solution qui est sur le blockchain. Donc, c'est garanti par le blockchain. Et les gens qui échangent cette monnaie, ils n'ont pas peur de perdre quoi que ce soit, sauf que si la solution plante et Learnbook n'existe plus. Mais tant que Learnbook existe, tant qu'il y a des utilisateurs et tant qu'il y a l'échange des plans de cours, la monnaie aura de la valeur. Donc, un jour, je peux quitter Learnbook et vendre mes Learnbook coins plus cher que je l'avais acheté. Parce que les nouveaux arrivants, ils vont vouloir vraiment accéder à ce réseau VIP ou d'échange de plans de cours qui n'a que 10 000 coins, 10 000 pièces. Donc, c'est fermé. Si on a 1 million d'utilisateurs, peut-être il y a juste une communauté très petite et privée et VIP qui peut utiliser. Donc, moi, j'ai acheté un Learnbook Coin tout au début quand c'était 10 euros. Là, aujourd'hui, il y a 1 million d'utilisateurs. Il y a quelqu'un dans un autre pays qui veut vraiment accéder à cette marketplace que j'avais créée. Le fait que je l'avais fait privé, moi, ça a augmenté le prix. Et donc là, aujourd'hui, tu peux vendre ta pièce Learnbook pour 100 euros. Ou tu peux faire même une enchère. Et donc, peut-être quelqu'un en Russie veut vraiment, vraiment, vraiment accéder à ce réseau. Et donc, il paie 1000 euros pour un Learnbook Coin pour accéder, juste pour avoir la possibilité d'accéder à ce réseau privé. Donc, c'est beaucoup par rapport aux valeurs perçues des solutions comme ça, en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la monnaie de toute façon. Et les objets qui ont un prix, c'est parce qu'ils ont une valeur perçue. Et donc, c'est une solution aussi. Donc, j'avais vu ça avec Stéphane Bomny, qu'on a dit d'inviter Oui. peut-être un jour. Il a créé sa propre monnaie pour son co-living. Donc, c'est un espace comme à la fac. Comment ça s'appelle à la fac quand tous les étudiants vivent dans le même immeuble? Une résidence. C'est comme une résidence, mais ce n'était pas pour les étudiants, c'était pour les jeunes auto-entrepreneurs, des jeunes salariés qui voulaient vivre dans un endroit pas cher et communal. Donc, ils avaient un immeuble peut-être à Paris, je ne sais pas plus où c'était, mais un gros immeuble avec beaucoup de chambres et avec des espaces communs et communes. Et ils ont créé leur propre monnaie à l'intérieur parce que ça permettait à échanger des biens ou d'acheter des choses, je sais pas, d'acheter du café, je sais pas exactement parce qu'il m'a jamais expliqué les détails. J'aimerais bien qu'il vienne nous expliquer les détails justement. Mais il a créé cette monnaie, il l'a fait avec la chaîne Ethereum, c'est un choix en fait. Ethereum, c'est vraiment vraiment bien connu. Il y a une énorme communauté. C'est le deuxième blockchain après Bitcoin, donc c'est hyper sécurisé. Il y a beaucoup d'activités et il y a beaucoup de mouvements aussi. Donc, ça change beaucoup le prix d'Ethereum et ça monte. Et donc, ils ont fait cette monnaie sur la chaîne Ethereum et ils ont utilisé à l'intérieur de Hacker House pour échanger entre les adhérents. Et quand tu viens et tu prends une chambre, tu achètes tes monnaies pour que tu peux utiliser la monnaie à l'intérieur dans cet écosystème clos et local de monnaie. Donc, c'était super intéressant. J'aimerais bien savoir plus. Mais voilà, ça a ses applications, même de créer sa propre monnaie. Donc, c'est très intéressant. D'accord. Et du coup, par exemple, supposons que tu veux faire un projet no-code, mais tu ne trouves pas forcément le financement pour financer ce projet. Est-ce que se mettre sur la blockchain, ce ne serait pas une solution de dernier recours pour trouver un financement? Carrément. Bah, si ça, donc, il y a une chose que je veux toujours éviter, et c'est difficile même, mais il faut essayer, c'est que quand tu vois une techno, et toi, comme développeur, tu es super intéressé par ce techno, et tu trouves que c'est juste extraordinaire, tu essayes de faire rentrer cette techno dans ton projet parce que tu veux trouver une solution qui corresponde à ce techno-là. D'accord. Donc, tu dis, en fait, j'adore le blockchain, j'adore la crypto-monnaie, je veux lever des fonds, je veux bien que ça soit le blockchain qui est la solution. Ce n'est pas la bonne façon, c'est dans l'autre sens où on dit, j'ai un problème, je ne peux pas lever des fonds pour Learnbook, je ne peux pas faire avec des fonds d'investissement privé, je ne peux pas faire avec Kickstarter,
Donc, je cherche une solution à ce problème et après, je trouve le blockchain comme solution qui correspond à ce problème. Donc, si c'est une solution trouvée qui correspond à un problème, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas à penser qu'il faut commencer des projets no-code avec ça en tête. C'est plutôt dans la conception d'un projet no-code, s'il y a un moment où on se dit on a besoin de lever des fonds, qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire participer la communauté, on veut que la communauté soit bien impliquée, qu'il y ait un marketplace qui bouge. Ah bah tiens, peut-être le blockchain, c'est une solution. Donc ça, c'est une solution à un problème parce que la solution blockchain correspond au problème et c'est peut-être la seule moyen qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et oui, tout à fait, ça peut être le cas parce que, en gros, il y a un point de blocage. Là, aujourd'hui, je veux bien faire ça avec Learnbook, dont j'avais expliqué, mais ça me fait un service financier parce que je vais prendre des euros et donner une monnaie en revanche, en retour. Donc, ça me fait comme quelqu'un qui échange des euros contre les francs suisses. Tu as besoin d'un certain statut pour faire ça. Et aujourd'hui, le statut pour faire ça, il faut passer par l'IMF. Il faut faire un dossier qui prend au moins 1 an. Et le dossier coûte à peu près, avec tous les frais juridiques, 20 000 euros. Donc, même pour commencer à faire ça, si tu as cette idée et tu penses que les gens peuvent être intéressés à acheter, même avant de les proposer, il faut dépenser 20 000 et il faut attendre 1 an. Donc, c'est très bloquant aujourd'hui en termes de projet no-code. Donc, la réponse est plutôt non, parce qu'on ne peut pas lever les fonds. Par contre, si tu es en train de faire un projet no-code et tu dis, j'aimerais bien que la communauté crypto vienne sur mon appli et utilise ma monnaie pour faire des choses sur mon appli ou un jeu que j'avais créé ou une communauté ou des cartes à échanger des joueurs de foot ou quelque chose comme ça. Là, tu peux dire, bah, c'est la communauté crypto. Ils ont déjà l'habitude de Bitcoin. Ils ont peut-être déjà des Bitcoins eux-mêmes, probablement. Et donc, je vais les demander d'échanger leur Bitcoin contre la monnaie que j'avais créée. Je vais créer ma propre monnaie et je vais demander à la communauté d'échanger des Bitcoins contre ma monnaie. Là, il n'y a pas de souci. Donc, on demande aux clients plutôt d'échanger leur euro avec une société qui est déjà autorisée à convertir en Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est la monnaie qui peut être échangée entre n'importe quelle monnaie du monde. Et puis, on dit, bah là, maintenant, tu convertis tes Bitcoins en Nexus. Et avec tes Nexus, je peux t'échanger tes Nexus contre ma monnaie à moi. Donc, c'est embêtant pour un utilisateur qui ne connaît pas de crypto, c'est pas possible, ils vont jamais le faire. Mais pour quelqu'un qui est dans cette communauté, donc si on vise cette communauté crypto, là, on peut les demander de convertir leur Bitcoin en Nexus et puis Nexus dans ma monnaie à moi. Donc, c'est ça que Hacker House, ils ont fait. Ils ont demandé à la communauté d'acheter du Ethereum. Donc, tu peux l'acheter avec tes euros sur Binance, par exemple, binance.com. Ou il y a plein de sites web ou Coinbase, un truc comme ça, où tu peux échanger ta monnaie en crypto et c'est autorisé. Et puis, tu les demandes de venir sur ton site et convertir leur Ethereum en Hacker Coins ou comment c'était appelé, je ne vois plus sa monnaie, mais convertir la monnaie Ethereum en Hacker Coins, ça, l'État français ne touche plus à ça, ne peut pas toucher à ça, parce que ce n'est pas basé en France. Donc, dès que l'utilisateur vient avec une crypto-monnaie, on peut faire tout et n'importe quoi avec. C'est le Wild West. Donc, voilà, ça, pour expliquer à quel point c'est peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de cas d'utilisation de crypto-monnaies au blockchain aujourd'hui qui est possible, qui sont possibles et qui sont pratiques, mais ça commence. Ok, d'accord. Et ma dernière question serait, est-ce que toi, tu envisagerais un futur dans la blockchain pour Oscorp ou pour le moment, tu préfères continuer comme tu fais actuellement? Je vise un futur parce que je vois qu'il y a des opportunités qui sont peu, comment dire, peu creusées, on va dire. Qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont creusé. Par exemple, les smart contracts, on n'en a pas parlé, mais vite fait, un smart contract, un contrat intelligent, c'est quand je échange quelque chose. Donc, par exemple, la monnaie, comme on a dit, toi, tu me donnes un Learnbook coin, je te donne 10 euros. On peut faire ça par rapport à un contrat. Donc, ça peut être un contrat où je dis, tu m'échanges ton plan de cours que tu as créé sur Learnbook. Tu as créé un super plan de cours, moi, je le veux. Donc, je te demande de me donner, on fait un échange, un smart contract, un contrat intelligent. Je peux écrire dans le contrat avec le système Learnbook, créer un contrat entre toi et moi
qui est enregistré sur le blockchain, qui dit Emma va donner cette activité-là, et en revanche, Richard, il va donner un Learnbook coin, par exemple. Et donc, le contrat, ça veut dire qu'il y a un échange de biens. Donc, toi, tu as un bien numérique qui est ce plan de cours, que moi, je peux avoir quelque chose de mon côté qui valide. Quand je réceptionne ce cours, il valide sur le blockchain que j'ai réceptionné ce cours. Donc, tout le monde qui est concerné, si toi, tu dis, mais en fait, je l'ai donné le cours, mais il ne m'a pas donné la monnaie, n'importe qui peut consulter ce contrat et regarder qu'est-ce qu'il était écrit et comment ça s'est passé avec le contrat. Donc, il n'y a pas de question de mentir ou arnaquer. C'est le contrat et le contrat est sur le blockchain. Dès que c'est sur le blockchain, personne ne peut y toucher. Donc, s'il dit sur le contrat que le Learnbook coin était bien donné à l'adresse suivante, qui est l'adresse MA, c'est fini. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'argument. Donc, c'est la vérité totale. Donc, ça, c'est quelque chose que je vise creuser dans le futur. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de solution parce qu'on a besoin d'un codeur, codeuse qui se connaît en langage de programmation contrat blockchain. Il y a un langage particulier. Donc, il y a plein de choses à creuser et moi, je vise vraiment continuer à creuser pour m'amuser, mais aussi pour un jour proposer ça à un client en disant c'est pas juste qu'on peut fournir le blockchain ou un crypto-monnaie. On connaît plus. On connaît des smart contracts, on connaît des non-fungible tokens, les NFT, des choses comme ça dont on n'a même pas parlé. Mais on connaît toutes les possibilités, toutes les différentes fonctionnalités qui existent parce que j'aime plus faire ça. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'être capable de connaître un peu de tout et de bricoler des solutions pour un client qui a un problème très particulier. Donc, moi, je sais que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, il y aura un client qui va arriver chez Oscorp en disant, bah là, en fait, je viens de chez toi parce que j'ai un problème super particulier que personne ne peut m'aider avec et que moi, je suis capable de l'aider et je suis le seul. Moi, j'adore cette idée parce que j'adore créer des solutions, des nouvelles choses, inventer. Et c'est un peu ce qui fait de Oscorp notre, comment dire, c'est la raison d'être d'Oscorp, ça, pour moi. D'accord, ok. Ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, une petite conclusion sur la blockchain? Je crois que la prochaine étape, ça serait de faire encore un table rond, comme on a fait avec Arnaud et Stéphane, de parler de quel projet existe et comment ça s'annonce, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Tu vois, donc, Ouais, ça pourrait être une super idée. ouais, Ok, ok, cool. très bien. Mais merci en tout cas à toi d'avoir répondu à mes questions et merci à tout le monde. Merci, Bonne Emma. journée. Salut. Ciao.